Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut déclencher un ouragan en Indonésie. Edward Lorenz. 1893, Kyoto, Japon. Le jeune avocat Henry Stimson et son épouse Mabel White passent leur lune de miel à Kyoto. Les jeunes mariés sont fascinés par la couleur de la ville orientale et son histoire ancienne. Ce voyage restera gravé dans leur mémoire pour le reste de leur vie. 11 mai 1945, Los Alamos, États-Unis. Un comité spécial de l'armée américaine dresse une liste de cibles prioritaires pour les bombardements atomiques. La première place est occupée par Kyoto en tant que plus grand centre industriel du pays. Invoquant la grande importance culturelle de la ville, le secrétaire américain à la Défense, Henry Stimson, la raye personnellement de la liste. Finalement, Hiroshima devient la première cible prioritaire des troupes américaines. Ensuite, la menace plane sur la ville de Kokura. 9 août 1945, Japon. L'équipage d'un bombardier B-29 de Force aérienne des États-Unis reçoit un ordre très important du commandement. Un arsenal militaire situé à Kokura doit être rasé. Pour remplir cette mission, une nouvelle bombe d'une puissance sans précédent est installée à bord du véhicule de combat. Cependant, un épais brouillard recouvre la ville et l'équipage n'est pas en mesure de bien voir la cible. Le commandant de l'avion, Charles Sweeney, décide de voler plus loin, en direction de la ville de Nagasaki. Ainsi, des souvenirs sentimentaux d'il y a un demi-siècle et un phénomène météorologique ordinaire ont changé le destin de millions de personnes. Et cette histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont des événements insignifiants, en apparence, peuvent avoir des conséquences incroyables. Dans l'esprit du public, ce phénomène est connu sous le nom d'effet papillon. Mais en fait, ce n'est qu'une partie d'une vaste branche scientifique, la théorie du chaos. Pour mieux comprendre ce qui lie réellement les petits arthropodes aux événements météorologiques destructeurs, nous devons remonter à un passé récent. En 1961, le mathématicien et météorologue Edward Lorenz a tenté de prédire le comportement des flux atmosphériques à l'aide de la modélisation informatique. Le scientifique a supposé que grâce aux nouvelles capacités informatiques, il pourrait prédire la météo avec une précision auparavant inaccessible. Cependant, les résultats des calculs ont surpris le chercheur. Afin d'accélérer les calculs, Lorenz a divisé le processus en étapes de telle sorte que les résultats finaux de chacune d'elles soient les conditions de départ de la suivante. Dans le même temps, certains des nombres obtenus ont été légèrement arrondis par l'ordinateur, la correction étant si faible qu'elle ne devait pas, selon le scientifique, affecter de manière significative la réponse finale. Cependant, il s'est avéré que les résultats du calcul continu étape par étape sont radicalement différents les uns des autres. Des études ultérieures ont montré que le système d'équations que Lorenz tentait de résoudre n'était pas adapté à la modélisation des processus atmosphériques. Cependant, comme c'est souvent le cas en science, un problème mal formulé a été une étape vers une découverte surprenante et inattendue. À la recherche de réponses, le mathématicien a découvert que toutes les solutions possibles du système sont regroupées autour de deux positions conditionnelles, qu'il a appelées attracteurs. Si l'on marque chaque solution par un point dans un système de coordonnées tridimensionnelles, elles finissent par former une figure semblable aux ailes d'un papillon. De plus, une modification minime de tout paramètre initial peut faire passer le résultat final des calculs d'une aile à l'autre. En fait, Lorenz n'est pas le découvreur d'un tel effet. Bien avant lui, le philosophe allemand Johann Fichte et le mathématicien français Henri Poincaré avaient exprimé des idées similaires dans leurs ouvrages. Néanmoins, c'est Lorenz qui a transformé une malheureuse erreur de modélisation mathématique en une théorie puissante et complexe, capable de résoudre de nombreuses questions. Bien entendu, au cours des décennies qui ont suivi, des centaines de scientifiques ont contribué à comprendre l'essence du chaos, et la théorie elle-même a beaucoup progressé. Ces mécanismes sont applicables à la description de phénomènes et de processus aussi complexes que les écoulements turbulents, le développement des organismes biologiques, les interactions sociales et les cotations boursières.
Selon les lois du chaos, les corps célestes se déplacent et les étoiles explosent. Les empires naissent et les continents s'éteignent. Et pour comprendre ces lois, il faut d'abord se rendre compte de ce qu'est le chaos d'un point de vue scientifique. Tout d'abord, il convient de comprendre que toute structure chaotique est régie par des lois physiques assez claires et compréhensibles. Mais elles sont si complexes que le comportement du système semble imprévisible. Ce n'est pas pour rien que de telles structures sont également appelées chaos déterministes, ce qui implique que leur comportement est prédéterminé. C'est là leur différence fondamentale avec les systèmes stochastiques, qui reposent sur des événements véritablement aléatoires. Si l'on retrace plusieurs fois le comportement d'un système chaotique dans des conditions initiales absolument identiques, il se comportera toujours de la même manière. Dans le même temps, une structure basée sur un véritable hasard produira toujours des résultats différents. Par exemple, des expériences montrent que la désintégration de noyaux instables dans un échantillon de matière radioactive se produit uniquement par hasard. Nous pouvons calculer approximativement combien d'atomes sont transformés en un temps donné, mais au stade actuel du développement technologique, il est impossible de prédire quand un noyau particulier se désintégrera. La définition mathématique exacte du chaos est la suivante. Le système doit avoir des caractéristiques non linéaires, être globalement stable, mais avoir au moins un point d'équilibre instable de type oscillatoire, et la dimension fractale du système doit être d'au moins 1,5. Il est difficilement possible de comprendre le sens de cette expression déroutante, à moins bien sûr d'être un mathématicien professionnel. Si nous essayons d'en expliquer le sens avec des mots plus simples, nous pouvons mettre l'accent sur 3 points principaux. Tout d'abord, le système doit être non linéaire. Imaginons que nous influencions d'une manière ou d'une autre la structure, obtenant une réponse prévisible. Il est logique de supposer qu'après plusieurs interactions de ce type, le changement final sera égal à la somme de toutes les interactions individuelles. Cependant, dans le cas d'un système non linéaire, ce n'est pas le cas, et la structure résultante changera plus ou moins que ce que nous avions prévu. C'est cet effet que Lorentz a rencontré dans ses calculs et qui l'a incité à poursuivre ses recherches. Deuxièmement, le système de chaos dynamique doit être sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire qu'il doit présenter le même effet papillon. Cela signifie que tout changement minime et presque imperceptible des conditions initiales peut orienter le développement du système sur une voie complètement différente. Troisièmement, dans le processus de développement du système, ces parties distinctes doivent se croiser et interagir les unes avec les autres. En physique classique, ces interactions sont généralement négligées. Cependant, il s'agit très souvent d'une hypothèse trop grossière. C'est la prise en compte des influences multilatérales qui rend les modèles de la théorie du chaos si complexes et si semblables aux structures réelles. Remontons mentalement le temps de 13,8 milliards d'années. Seuls quelques quantas de temps se sont écoulés depuis l'hypothétique Big Bang. Il n'existe encore ni matière ni énergie au sens habituel du terme, mais les 4 interactions fondamentales sont liées en une seule force incompréhensible. Les lois physiques que nous connaissons ne fonctionnent pas encore, mais il existe d'autres règles, non moins strictes, qui déterminent l'évolution du système. En même temps, le moindre changement en tout point de l'univers naissant pourrait changer complètement son avenir, quelle qu'en soit la cause. Il s'avère que notre réalité a été littéralement générée par le chaos, au sens scientifique du terme. Imaginons maintenant qu'1 million d'années se soient écoulées. L'espace extérieur ressemble déjà au nôtre, mais il n'y a pas encore d'étoiles ni de planètes. Seuls d'interminables nuages d'hydrogène primordial remplissent le jeune univers. Les forces gravitationnelles les compriment, formant des centres de gravité qui deviendront bientôt les premières étoiles. Ces amas de gaz se trouvent partout sans système apparent et sont suffisamment massifs pour s'influencer gravitationnellement les uns les autres. En même temps, si on déplace une proto-étoile sur le côté ou si on modifie légèrement sa masse, les changements affecteront non seulement sa voie de développement, mais aussi ses voisines les plus proches. Cela signifie que les lois du chaos continuent de régir l'univers. Au cours des milliards d'années suivants, les étoiles primordiales ont brûlé et explosé, saturant l'univers d'éléments lourds. De nouveaux astres se sont formés à partir d'accumulations d'hydrogène et les nuages de poussière cosmique qui les entouraient se sont transformés en tourbillons géants, formant des disques protoplanétaires. Dans leur structure, il était facile de voir le modèle familier de mouvements et d'interactions chaotiques. C'est ainsi qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, le système solaire est né. Cette histoire pourrait se poursuivre indéfiniment. Explosion de supernova, formation des corps célestes, phénomènes atmosphériques et courants océaniques. Où que l'on regarde, on voit les signes du chaos déterministe qui nous entoure.
Selon ces lois, les enfants grandissent, les économies se développent et les sociétés changent. L'univers tout entier est imprégné de nombreuses connexions, et chacun d'entre nous fait partie de ce système. Et très probablement, un petit papillon dans un coin éloigné de la planète vient de battre de l'aile.